Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Daily Movies et son émission Zoom. Et ce Zoom est consacré aujourd'hui en fait à la musique des films. Alors, pourquoi la musique de film? Parce que mine de rien, la musique des films est très importante pour un film. Bon, petite blagounette. Bref. Alors, pour aujourd'hui, nous avons comme invité des collègues de la rédaction. Yamin Guettari, rédacteur en chef du magazine Daily Movies. Bonjour Yamin. Bonjour. Nous avons aussi Claire. Claire est chroniqueuse aussi de Daily Rock, Daily Passion, Daily Movies, entre autres. Salut Claire. C'est un peu orchestre comme ça. Bonjour Claire. Nous avons aussi Mini. Alors, salut. Mini qui fait partie aussi de Kino Power. Exactement. Voilà, toujours accompagné de Laurent, qui fait partie aussi de la team Kino Power et Bacanus Network. C'est juste, hein? C'est ça. Je change de média comme de chemise, en fait. Voilà. Et pour finir, toujours dans notre compagnie, Étienne de Bacanus Network. Voilà. Bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, on va attaquer, évidemment, comme d'habitude, on est très en avance. On va attaquer tout de suite l'émission. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de musique de film. Évidemment, on va pas aborder, en fait, tous les sujets, vraiment tous les compositeurs, toutes les musiques de film, parce qu'il y en a tellement qu'il faudrait des heures, des semaines pour en parler. Là, aujourd'hui, on va parler vraiment de nos coups de cœur, un peu d'actualité aussi de mon côté. Mais voilà, donc avec quelques belles surprises en fait qu'on vous prépare pour la fin de l'émission. Alors, est-ce que la musique des films, ça vous parle ou pas? Qui veut prendre la parole? Ça chante à nos oreilles. Ça chante. Ça chante. Ça nous parle pas forcément, je pense, parce qu'une musique, à moins que ce soit une chanson avec des paroles. Du coup, parler, non, pas vraiment. Après, c'est sûr que sans la musique, est-ce que les films transmettraient autant d'émotions, autant d'univers, de profondeur? Je pense pas. Je pense que peu de gens sont persuadés du contraire. Parce que sinon, justement, il n'y aurait pas tout cet univers de composition. Et plus on avance dans le temps, plus les compositions sont dignes d'opéra plutôt que de musique de taverne. Parce que c'est vrai que si on revient sur les années, par exemple, qui ont abrité tous les KPDP, les années 50 et autres, la musique, c'est plus drôlastique, même si ce mot n'existe pas, qu'autre chose. Tandis que là, on peut vraiment revivre même un film simplement avec nous. Ouais. Je peux intervenir? Oui. Yamin. Sur alors, excuse-moi Claire, je suis pas d'accord. D'accord. Les racines de la musique de film, déjà dans les années 30, 40, justement, il y a un gros style musique classique qui arrive avec l'arrivée aux États-Unis d'immigrés germanophones à cause d'événements qu'on connaît bien, entre autres Korngold et des gens Max Steiner, Korngold, qui ont fait les musiques, pour ceux qui connaissent, de King Kong par exemple, ou des Peplum, ou des films de KPDP justement, où c'est des grandes musiques symphoniques très très riches, très écrites. C'est des mecs qui ont fait de la composition classique, et c'est un peu eux qui ont lancé les bases de ce style hollywoodien qu'on a connu après dans les années 50, 60, etc. Avant qu'avec les années 60, il y ait un peu ce bouleversement où on est rentré dans des choses où la musique pop, la musique populaire a commencé à faire son trou dans la musique de film, avec du jazz, avec du rock, avec d'autres musiques modernes, et ça a commencé à se mélanger. Mais vraiment, on a une racine classique qui nous vient de grands compositeurs qui avaient vraiment des grandes compétences en écriture. Alors, c'est pas du tout ce que je disais. Moi, je me référais plutôt à ce qui était KPDP français. Oui, voilà. Jean Marais et tout, ce qui a été mon enfance quand même. Donc, c'est pour ça. Non, au niveau hollywoodien, moi, des années 50, justement, je connais rien du tout. J'ai pas du tout été bercée avec ça. C'est pour ça. Ça fait deux. Les Français étaient bien à la ramasse comme d'habitude. Ça n'est pas de souci, on assume. Voilà. Mais là, vous faites bien d'aborder le sujet justement de la musique des films de cette époque-là. Est-ce que vous trouvez pas qu'aujourd'hui, en fait, justement, toute cette qualité a été un peu perdue, laissée de côté pour laisser la place à une musique un peu plus
moderne, actuel, qui est déjà connu hein, par des nouveaux artistes, etc. Non, ça dépend des genres de films, en fait, je pense. Ça dépend aussi où le film a été tourné, parce qu'il y a beaucoup de musiques de films, je trouve, qui sont en lien avec la culture du pays. Et puis, pour moi, la musique, elle s'uniforme. Jamais on n'aura jamais la même chose. Il y en a qui préfèrent, il y a des compositeurs qui préfèrent passer toujours à l'orchestral, d'autres qui ont tendance à mélanger avec un peu plus le synthétique, d'autres qui sont qu'avec le synthétique. Enfin, pour moi, ça reste toujours autant varié. Et même si je reprends les super-héros, par exemple, on a à chaque fois des petites différences qui font que ça peut rajouter une bonne ou une moins bonne touche musicale à l'oreille, en fait. Mais c'est aussi le fait que je disais aussi par rapport au fait que peut-être que la musique des films avant, elle était plus intéressante parce qu'elle était originale, elle était faite pour le film. Aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que les musiques de films ne sont pas faites avant tout pour le film, mais c'est avant tout pour un but commercial. Alors, il y a des exceptions évidemment, hein, comme les films d'animation où là, c'est vraiment c'est le morceau, la BO qui sort du film pour devenir commercial. Mais en général, j'ai l'impression en fait que la plupart des musiques, elles sont pour un film, elles sont les réalisateurs ou les compositeurs vont aller les chercher déjà sur le marché entre guillemets quoi. Tu veux dire qu'il y a moins de musique qui est composée spécifiquement pour le film, mais on va chercher des voilà. Chansons. Ouais, ça, c'est une tendance qui est un peu moderne aussi. Il y a une autre chose qu'il faut savoir, qui est purement technique. Il y a à mon sens, il y a une Hans Zimmerisation de la musique de film maintenant. Donc, je pense que tout le monde connaît Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est celui qui a fait les musiques de Gladiator, les Dark Knight, Batman, Pirates des Caraïbes. Pas le premier, mais les suivants. Le premier, c'était pas lui, c'était un de ses disciples. Ouais. Et en fait, avec le cinéma moderne, le sound, ce qu'on appelle le sound design, c'est-à-dire les explosions, les effets sonores, tout ça, ça a pris une dimension monstrueuse. Et il y a une espèce de course à l'armement entre les compositeurs de musique qui aimeraient bien qu'on entende leur musique par-dessus les explosions et les effets sonores des spécialistes en effets sonores. Et du coup, on a ce qu'on voit typiquement avec Hans Zimmer, des grandes plages sonores avec des accords simples, du synthé, des grosses basses qui envoient. L'exemple type, c'est Inception, pour que tout ça passe en live par-dessus, des mecs qui se tapent dessus, des explosions, des fusillades, tout ça. Et du coup, on perd un peu ce qu'on avait avant, où la musique, à mon sens, était plus mise en avant dans le film, plus mélodique, parce qu'on l'entendait plus, il y avait moins d'effets sonores, peut-être moins de dialogue, moins d'omniprésence du dialogue, et on laissait plus sa place à la musique. Non, je disais, je pense que c'est une époque, oui, certainement, mais je pense que ça doit dépendre essentiellement du style. Parce qu'on a le style, tout ce qui est Heroic Fantasy, honnêtement, on est proche du 100% au niveau de la composition, même actuellement. Donc, je pense que c'est peut-être l'époque, oui, certainement. On va mettre plus en avant des artistes, des groupes simples, surtout des artistes par rapport aux maisons de disques et les contrats qu'ils peuvent avoir. Enfin, bref, Capital War, quoi. Mais je pense que c'est avant tout, ouais, c'est ça, c'est un style, le genre, voilà, du film. Ouais. Donc, perso, j'ai pas la même impression, étant donné que je vais surtout voir tout ce qui est Heroic Fantasy et Fantasy. Du coup, je me suis pas rendu compte de ce que vous dites, parce que du coup, moi, je vais pas voir trop les autres genres. Non, en tout cas, c'est ça que je n'ai pas remarqué ça. Ouais. Non, en tout cas, en faisant cette remarque-là, je constatais juste le fait que c'est vrai qu'il y a quand j'entends les musiques des films des années 80, 70, etc. Quand j'entends une musique, ça me fait penser tout de suite à un film. Aujourd'hui, quand j'entends la musique d'un film récent, ça me fait penser tout de suite à l'artiste. Vous voyez, il y a plus cet attachement en fait de la BO par rapport au film. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est un attachement de la musique de film par rapport à un artiste actuel qui cartonne dans les hits etc. quoi. Oui, Laurent. Oui, Laurent. Par film récent, en fait, c'est quoi le film récent? Ah oui, les films récents, ceux qui sont sortis depuis, on va dire quoi, ces 10 dernières années. Typiquement tous les Fast and Furious ou bien les derniers les films de super-héros. Il y a plus de création originale. Tout est pioché en fait sur la musique qui existe déjà en fait.
Ça dépend du style. Voilà. Parce Ah que oui, en Fantastic effet. Beasts, on est sur de la compo, quoi. Ah oui, non, tout à fait. Ouais. Avengers et les films de super-héros de la Marvel, c'est l'exemple typique. C'est malheureux, on attendrait qu'avec des films comme ça, qui ont des moyens pas possibles, hein, ils ont des budgets gigantesques, on ait des musiques qui envoient, et j'ai de la peine à me souvenir, à part peut-être le thème principal des Avengers, de musique marquante dans ces films. C'est vraiment c'est écrit au kilomètre, quoi. Ça a très très peu de personnalité, je trouve. Par rapport à l'actualité, là, bon, là, il y a tous les films qui ont été repoussés, évidemment, hein, par rapport à la situation actuelle. Est-ce que vous avez en tête comme ça des acteurs, des compositeurs, pardon, qui ont su s'adapter à l'actualité et qui tiennent toujours encore, qui gardent quand même la qualité d'une composition de film? Yamine, par exemple? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, Hans Zimmer, à mon avis, c'est le compositeur actuellement euh, qui reste en tête, qui fait pas partie des très grands, on en parlera plus tard, je pense, mais je veux dire, John Williams est toujours vivant, bon, il a 88 ans, je crois. Ouais. Bon, voilà, celui-là, c'est bon, il est dans le Panthéon, c'est fini. Mais dans les compositeurs encore très actifs et qui sont vraiment dans un style actuel, inscrits dans un style actuel, je trouve qu'Hans Zimmer, c'est celui qui il fait des tournées de concerts dans le monde, c'est plein partout. On lui propose souvent les très gros projets. Voilà, lui, c'est quelqu'un qui est en pleine bourre. Justement, tu fais bien de parler de John Williams parce que sauf erreur, c'est Mini. Toi, c'est un peu ton compositeur, on va dire préféré. Alors, disons que c'est un des compositeurs qui m'a marqué quand on grandit justement avec les films des années 80 et tout ça. Il y a une musique qu'on reconnaît facilement et c'est très souvent John Williams qui était derrière cette musique. Ouais. Je pense notamment la première fois que j'ai vu Les Dents de la Mer. 3 notes ont suffi à me foutre les jetons. Donc, c'est pour dire à quel point le niveau du compositeur. Ouais. Et en fait, c'est vrai que la marque de tous les films de Spielberg, finalement, et même un petit peu ceux de George Lucas, c'est que la musique, comme tu le disais avant, ce qu'on a moins maintenant, c'est que la musique était composée pour le film. Et on attendait. Puis en fait, c'est vrai que John Williams, je trouve que même s'il fait plus grand-chose maintenant, même s'il a été crédité en tant que compositeur pour le dernier Star Wars, on sait que c'est pas vraiment lui qui était derrière. Ouais. Il prépare la relève, on va dire. Voilà, et je crois que c'est un membre de sa famille, son fils ou quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Mais c'est vrai que John Williams, il a cette patte musicale qu'on reconnaît. Dans chacun de ses films, en fait, on sait, ah, ça, c'est du John Williams. Il a quelque chose, et encore maintenant, je trouve que ça vieillit pas, sa musique. J'ai des frissons dès que j'entends sa musique, donc que ce soit Les Dents de la Mer, que ce soit Indiana Jones ou alors Jurassic Park, c'est vraiment des musiques de films où tu les entends, tu sais de quoi on parle, tu sais le film, et automatiquement ça va te faire remonter un souvenir. Et c'est ça que je trouve dommage un petit peu avec les films, les musiques de maintenant, ouais. C'est qu'on a le plaisir du moment, mais après tu dis ah ouais attends c'est déjà quel film ça maintenant? Tandis qu'avant, c'était peut-être plus compréhensible. Je voulais dire un truc sur le fait que ça soit reconnaissable ou pas. C'est ça, c'est aussi la raison. Elle est John Williams et beaucoup d'autres anciens compositeurs, ils composaient beaucoup par thème. C'est-à-dire qu'ils font un thème pour un personnage. Si on prend, je sais pas, Star Wars, on a le thème de la Force. On a le thème de Luke, on a le thème de Leia, on a la marche impériale, voilà, c'est tous des thèmes qui reviennent régulièrement dans le film, qui sont adaptés, orchestrés différemment, etc. Et maintenant, ce qui manque, encore une fois, prenez les Marvel, il y a très très peu de thèmes. Ça compose pas en thème, ça compose pour suivre l'action, illustrer l'action, mais ça compose pas pour avoir des thématiques. On n'a pas un thème Captain America, un thème Iron Man, un thème machin, qu'on se dit tout de suite. Tiens, oui, ça c'est… Non, c'est pas composé comme ça, c'est composé pour accompagner l'action. Et donc, le problème, il est là. T'as plus de choses pour t'identifier, de faire tout de suite penser au film en question. Ouais. Sur le fait est qu'il n'y avait pas vraiment de thème pour Iron Man, etc. En fait, je trouve que dans le 3e volet, justement, d'Iron Man, Brian Tyler a fait un boulot assez incroyable parce que il a trouvé une identité, au fait, au personnage. Et c'est un thème que il me semble qu'on retrouve quand même dans les autres Avengers, ou en tout cas les fois où on revoit Iron Man. Voilà, c'était juste pour dire ça.
Ah. Ah ouais. Il a le même regard. Hein. Ouais, on est là-dedans, là. Voilà, c'était, enfin, voilà, vous l'avez reconnu, hein, évidemment. C'était Brucey. C'était Brucey. Oui, c'est ça. Donc, voilà, comme je disais avant, c'est trois notes qui ont suffi à foutre les jetons à tout le monde. Ouais. Et qui marche encore, hein, parce que là, tu mets cette musique-là encore à la piscine ou n'importe où, ça tu vois tout de suite la réaction des gens. Hein. Et ce qui est assez drôle, en fait, c'est de savoir que ce thème, en tout cas ces fameuses trois notes, ont été reprises par le JT de TF1. Oui, oui. Ah oui, juste, ouais. Oui. Donc c'est assez marrant de se dire qu'ils ont osé. Ah, comme quoi. Hein. Voilà, donc c'était pas moi. John Williams, c'est un petit peu, c'est pas, je dirais pas que c'est mon compositeur préféré, mais c'est en tout cas un de ceux qui m'ont marqué, qui continuera à me marquer même après sa mort. Ouais. En tout cas, très bon choix, parce que là, on est vraiment dedans. Hein. On est vraiment dans la musique de film et celle qui te donne la chair de poule. Et puis, dès que tu entends les premières notes, là, tu sais de quoi il s'agit. Et donc là, c'est clair que là, c'est vraiment l'exemple concret de la musique de film qui marche. Et par rapport au thème de l'émission, hein, évidemment, on est vraiment là-dedans. C'est la musique. Quand la musique et le cinéma s'accordent, là, c'est parfait, quoi. Mm-hmm. Là, on passe de l'autre côté du continent, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que là, on va partir vers l'Inde avec Laurent. Laurent, tu m'entends? Exactement. Oui, je suis là. J'entends, j'écoute. T'es pas en Inde? Non, je suis pas en Inde. Non, je suis toujours cloîtré à la maison en semi-confinement. Voilà. Voilà, tu vas nous parler en fait de musique. Bollywood. Bollywood. Pas indienne, mais Bollywood typique, avec un film devenu rapidement culte, un classique en Inde. Donc en Inde, ils ont une toute autre manière d'approcher la musique. Hein. Elle est souvent plus rythmée, avec plus de rythmique. Il y a toujours une battle entre les hommes et les femmes au niveau de la danse. Il y a des somptueux décors, ils peuvent être 500 danseurs derrière les comédiens principaux. Des chorégraphies qui peuvent être assez barges. Ils peuvent faire des graphies dans les cuisines avec des aliments, des animaux, enfin bref. Ils ont une sacrée imagination. Et puis, j'ai choisi de présenter Om Shanti Om, qui est apparu, c'est un film qui a été fait au début des années 2000. Ça a été le plus gros carton en Inde durant une bonne dizaine d'années. Et j'ai spécialement choisi ce morceau parce que, à l'époque, il mélangeait très bien le côté moderne avec le côté ancien musique Bollywood. Alors là, on est tout de suite dans l'ambiance. Hein. Là, on se lève et on se met à danser là, hein, tout de suite. Exactement, c'est le but d'ailleurs. Tout au long du film, il y a des tas de titres qui restent facilement en tête. L'histoire, elle est assez simple. En gros, c'est un amour qui peut se faire parce que le chéri est tué. Il y a une histoire de réincarnation, il y a un peu de fantastique. Et il y a tous les titres qui sont hyper entraînants. Et ouais, c'est un film que je recommande. C'est le tout premier film Bollywood que j'ai découvert. Je pense pas un film de millionnaire qui est autre chose, mais vraiment un film Bollywood pur, et je le recommande encore et toujours. Musicalement parlant aussi, évidemment. Oui, c'était juste pour revenir à Om Shanti Om, pour ceux qui ont envie de le découvrir. Sachez qu'il y a une séquence qui était une des séquences mises en avant. C'était une des chansons d'Ivangi Divangi qui réunit plus de 31 stars de Bollywood.
chose qui n'a jamais été refaite et qui ne sera certainement jamais refaite. Et ça vaut vraiment la peine parce que comme l'a dit Laurent, c'est entraînant, ça donne envie de bouger. Et ouais, c'est vraiment un film qui vaut la peine, vraiment. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, alors c'est vous qui êtes plus connaisseurs que nous, on va dire, de cinéma indien, bollywoodien. En quelques mots, quelle est la différence entre le cinéma indien et bollywoodien? Vas-y. D'accord. En fait, le cinéma bollywoodien, à proprement parler, c'est simplement les films qui sont tournés à Mumbai, à Bombay. Et en fait, quand on parle de cinéma Bollywood, on parle vraiment de ces films un peu tout public comme Om Shanti Om, Kuch Kuch Hotahe, Chandini et compagnie. Ce sont des films typiquement Bollywood. Après, quand on parle de films indiens, on est plus sur des films The Lunchbox, qui sont des films plus d'auteurs, qui se passent, avec des réalisateurs indiens qui se veulent plus à la occidentale qu'à l'indienne. Je rajoute juste souvent les films d'auteurs indiens, en tout cas pour le moment, qui se développent toujours plus d'ailleurs, ont souvent un accord financier avec l'Europe, voire les États-Unis ou un autre continent, ce qui permet une distribution beaucoup plus internationale que Om Shanti Om par exemple, ou plus récent comme Bahubali. Mais justement, du coup, les histoires sont beaucoup plus intimistes en fait, aussi pour une question de budget. Ouais. Oui, Mini? Je vais juste conclure sur quelque chose, c'est que quand on parle de bande originale par rapport au film justement Bollywood, c'est qu'il faut savoir c'est que la plupart du temps les musiques sortent avant le film. Et ça, en fait, c'est uniquement pour pouvoir savoir si les gens vont apprécier ou pas la musique. Un exemple, c'est que un film comme Kuch Kuch Hotahe qui était sorti en 1998, la bande originale a tellement marché que ça a permis au film de devenir le succès qu'il a eu en fait. Donc c'est vrai qu'en Inde, ils sortent très souvent les clips, on va dire, les séquences musicales du film avant le film même, parce qu'ils ont envie de donner envie. Là, on passe du côté on va dire du fantasy avec Claire. Oui. Hein? Toi, tu vas nous faire découvrir en fait des mondes très lointains. Voilà, ça, alors découvrir, je pense pas du tout vu le tabac que ça a fait. Effectivement, on part en Nouvelle-Zélande quand on. Ne t'étonne pas s'il y a des gens qui n'ont pas vu. Hein. Il y en a, mine de rien, c'est difficile à croire, mais il y en a qui n'ont pas encore vu ce que tu vas dire là. Okay. Je te laisse la parole. Donc, je vais parler du Seigneur des Anneaux, les 3 films et le Hobbit, 3 volets aussi, qui sont donc une interprétation de Philippa Boyen et de Peter Jackson de l'œuvre de Tolkien, écrivain anglais donc pour situer. Heroic Fantasy, effectivement, pas que Fantasy, Heroic Fantasy. Heroic Fantasy, hein. Voilà, et par rapport à l'interprétation cinématographique toujours qui avait été faite en 78, celle-là est beaucoup plus réussie car plus complète, même si évidemment quand on met en film, il faut prendre des décisions d'ablation de personnages, de lieux, même de chronologie inversée. Enfin bon, c'est pas grave, la recette a pris. Et surtout, c'est une interprétation complète de l'œuvre. Voilà. Alors, on va tout de suite aller sur la musique parce qu'évidemment, il y a trois volets par entre guillemets livre. Donc, Le Seigneur des Anneaux qui est partagé en 3 déjà à l'origine et Le Hobbit qui est un ouvrage unique, mais qui a été aussi fait en 3 volets au cinéma. J'ai pas pris effectivement 6 extraits parce que là on est encore à la minuit. Ouais. Mais si on a le temps, je fais vraiment 2 courts extraits, 2 pour Le Seigneur des Anneaux, un sur la communauté de l'anneau, c'est ça en français, et un sur les 2 tours, et l'autre ce sera 2 sur le premier volet du Hobbit, là où en fait on va plus dans l'univers des nains, parce que le Hobbit, ça s'appelle Hobbit, et ça aurait pu s'appeler Dwarves, parce que c'est plus l'histoire des nains finalement que de.
C'est bon là? Ouais, c'était très. Là, on y était là. Hein. D'accord. Donc ça là, met les poils. T'as les poils qui les poils. Ah oui, c'est magique, hein. C'est magique. Donc là, le premier extrait, évidemment, ça va être le thème principal. Howard Shore qui a composé pour les 6 films la musique avec un orchestre symphonique. Oui, symphonique. On a vraiment le thème du Seigneur des Anneaux. Donc, pour le détail, c'est le thème de la communauté de l'anneau. Ça s'appelle comme ça, c'est vraiment le thème de la communauté de l'anneau. Le deuxième extrait, on va faire ça correctement maintenant. Le deuxième extrait, c'est sur les 2 tours. C'est une musique qui passe très bien avec ce ton. Hein. Je sais oui. pas pour chez vous, mais là, c'est dramatique. C'est dramatique, les pauvres. Mon Dieu, les pauvres. C'est la musique parfaite. Là. Donc, le deuxième extrait, c'est le thème du Rohan, qui est, si on le cherche, dans le thème complet des cavaliers du Rohan. Et là, j'ai vraiment sélectionné le thème du Rohan. C'est vraiment c'est pas celui de Théoden, parce que Théoden, donc le roi du Rohan, pour situer aussi, il a son propre thème, qui est très très proche. Donc du coup, c'est le Rohan. Pourquoi le Rohan et la communauté de l'anneau? La communauté de l'anneau, simplement parce qu'on la suit, même si elle s'étiole très très rapidement jusqu'au bout. Et le Rohan, parce que c'est finalement un peuple qui va tout au long de l'histoire, qui va être présent, qui va être essentiel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le Gondor, mais non, le Gondor, à part foutre le bordel au départ, continuer à délirer. Non, mais c'est sérieux, après, je les adore, mais quand même. Le thème du Gondor, il est vachement bien. Oui, il est très, très bien. Très beau, le thème du Gondor. Ah oui, très, très beau. Mais j'entends, voilà, faut remettre un peu les choses en place. Non, le Gondor, ils sont bien gentils, mais à part Faramir qui est moins con que le reste de la bande, ils sont quand même cinglés. On te les suicide. Ceci n'est pas un podcast sur le Seigneur des Anneaux. Non, mais c'est sérieux, quoi. Voilà. Et puis, donc, on passe très, très vite. Le Hobbit, simplement, je me suis dit, tiens, on va prendre ceux qui sont le plus importants, finalement, les nains. Et l'agacement qu'ils produisent sans arrêt chez Bilbo, pas Frodo, Bilbo. That's what Bilbo Baggins hates. Cut the cloth, trail the fat, leave the bones on the bedroom mat, pour the milk on the pantry floor. Splash the wine on every door, dump the crocks in a boiling bowl, pound them up with a thumping pole, and when you're finished they pay a hole. Send them down the hall to roll. C'est le côté festif. Oui, c'est festif. Voilà. Sentez tout le monde. Sentez tout le monde. Alors, de la bouche même de Tolkien, pas quand il a écrit, mais des années après, lorsqu'il parlait de son œuvre, il n'avait pas du tout pensé au départ à personnifier les peuples qui existent dans son livre, à l'exception des hobbits qu'il a très vite rapproché des Anglais. Donc, on peut voir avec les hobbits cet amour des choses qui poussent, ça c'est les Anglais, l'amour de la bière, les choses plus simples, plus paysannes, c'était les Anglais. Et avec les nains, au fil de conversation, ça c'est Christopher Lee qui en avait témoigné, puisque ça a été le seul acteur de la trilogie finalement, pour le Seigneur des Anneaux. Il apparaît un petit peu dans le Hobbit, c'est vrai, qui a connu Tolkien, pas au même âge, hein, évidemment, mais qui a connu Tolkien et qui a dit qu'effectivement Tolkien avait dit une fois dans une conversation que s'il devait donner une nationalité aux nains, ça aurait été les Irlandais. Pour le reste, c'est pure spéculation, il n'a pas donné de nationalité pour le reste, mais en tout cas pour ça on le sait, c'est marrant. Et c'est intéressant de retrouver que Howard Shore
Est-ce qu'il avait ces informations ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va là intégrer des sonorités du folklore irlandais dans les musiques des thèmes des nains. Et ça, j'ai trouvé très, très sympathique. Et puis, oui, bah, c'est ça, en fait. Hein, les nains, toujours très festifs. Que là, ils sont quand même orphelins de terre, ils n'ont plus rien, ils sont SDF complètement. Mais malgré ça, ils trouvent encore le moyen de se moquer de Bilbo alors qu'ils viennent de lui piller l'intégralité de son garde-manger. Ah ouais, je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet univers-là. D'ailleurs, on pourrait passer des heures à discuter, à parler. Cool. Voilà, mais en tout cas, au niveau de la musique, c'est clair qu'on y est aussi dedans. Hein. Dès qu'on entend les premières notes, on sait déjà tout de suite de quoi il s'agit. Et franchement, l'ambiance, on y est, quoi. Voilà. Donc, juste la petite parenthèse pour la fin, je ne ferai pas écouter le 4e parce qu'on n'a plus le temps. Les gens qui ont apprécié énormément tous ces films ont adorent encore un chant qui est présenté comme un chant traditionnel nain, c'est Misty Mountain Cold. Et pour vous, donc ces adeptes, je vous propose d'aller voir sur YouTube la version qui dure 20 minutes, plus de 20 minutes de cette chanson, qui est faite par Clamavi di Profundis. Clamavi di Profundis. Vous vous débrouillez avec ça. C'est 20 minutes de pur bonheur quand on aime ça. Voilà. Ok, on a pris note, on a bien pris note. Voilà. Merci en tout cas pour ce voyage de l'autre côté, encore un autre continent. Hein. Là, on voyage beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est bien. En restant chez nous. Voilà. Oui, d'ailleurs, là, on revient sur le vieux continent avec Yamine. On revient chez toi, pas chez toi le vieux continent, mais on sait que t'es vieux de toute façon. Hein. Voilà. Là, toi, tu vas nous parler d'un classique de la musique, de musique de film, des classiques, hein, on va dire aujourd'hui. Hein. Allô, pardon. Non, on va parler de Ennio Morricone, qui est un compositeur qui est extrêmement connu, évidemment, puisqu'il a fait beaucoup de musique assez inoubliables. J'ai décidé de parler de celui-là parce que c'est avec celui-là que je suis rentré dans la musique de film quand j'étais encore enfant, au milieu des années 80, en des temps lointains. N'est-ce pas, Claire? Oui, c'est bon. Tu sais qu'il y avait encore des télés, des magnétoscopes, des magnétophones à cassette. Donc j'avais découvert Le Bon, la Brute et le Truand à la télé, et vraiment la musique, ça avait été un choc, littéral, quoi. Et c'est ça qui m'a fait rentrer dans le monde de la musique de film. Et puis après, forcément, avec la curiosité, on essaie de voir tout ce que il n'y avait pas Internet à l'époque, c'était plus compliqué, mais on essaie de découvrir tout ce que le compositeur a produit. Et on se rend compte que Ennio Morricone, c'est un des grands compositeurs les plus prolifiques. Hein. Il a fait plus de 500 musiques de films. Pour donner un ordre de comparaison, John Williams, il est à peine à plus de 100. Pourtant, il a déjà une sacrée carrière. Et un grand aussi comme, pour moi, c'est les trois meilleurs, hein, mais comme Jerry Goldsmith aussi, lui, il a un peu plus de 200 musiques de films à son actif. Donc, c'est un compositeur très prolifique, Ennio Morricone. Donc, on l'a d'abord connu beaucoup grâce au western. Donc, Sergio Leone, bien sûr, Le Bon, la Brute et le Truand, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus. Il était une fois dans l'Ouest et son inoubliable thème à l'harmonica. Et d'ailleurs, on va commencer, je pense, par le premier morceau qui j'ai pris quand même dans la thématique western, mais j'ai essayé de gratter un peu sur un morceau un peu différent des classiques qu'on a tous entendus beaucoup de fois, pour prendre un morceau qui est assez typique de Morricone et de sa façon de composer, où il sait très bien alterner des morceaux très rythmiques et très puissants avec des morceaux extrêmement mélancoliques et nostalgiques. Et celui-là, il est tiré de Il était une fois la Révolution de Sergio Leone. Et c'est un morceau très triste, mais très beau. Pour poser le morceau, c'est pour ceux qui ont vu le film Il était une fois la Révolution, ça parle de la révolution mexicaine et puis comment des gangsters, un réfugié irlandais de l'Irak qui a fui l'Irlande parce qu'il a été dénoncé, qui a fini au Mexique, et un petit gangster mexicain vont tous les deux finir par devenir compagnons d'aventure en plein milieu d'une révolution au Mexique.
Et je vous spoil pas, mais cette séquence, c'est au milieu du film à peu près, c'est la terrible séquence où le gangster mexicain découvre que tous ses fils ont été tués dans l'assaut d'une grotte par l'armée régulière mexicaine. Et donc, c'est un morceau, évidemment, qui est très triste et qui doit transmettre ce sentiment de tristesse. Et c'est là qu'on voit qu'Ennio Morricone est un très grand compositeur. Alors, je rappelle que c'est un film de cow-boy, hein. Donc, bien sûr, Ennio Morricone, il a toujours, donc, il sert la mythologie western en se servant de banjo, d'instruments qui ont forcément cette connotation-là. Mais bon, lui, ce qu'il a apporté au genre aussi, c'est les bruitages, les cris. On se souvient du cri du coyote dans Le Bon, la Brute et le Truand, qui ouvre le film, qui sert dans le générique. Le sifflement. Beaucoup, là, on l'a entendu, mais c'est quelque chose qui se faisait quasiment pas avant. Et lui, il a mis le sifflet, les voix, tout ça. Donc ça, c'est ce qui a fait son originalité, sa renommée dans le western. Et après, comme j'ai dit, donc Ennio Morricone, c'est quelqu'un qui a fait plus de 600 films. Donc forcément, il a œuvré dans tous les continents, dans tous les genres. Donc on le connaît dans le western. Mais il a bossé aussi en Italie, dans tous les genres qu'on marchait en Italie à l'époque. Donc il a fait du giallo, donc le film noir italien des années 70. Il a fait des films d'horreur, il a fait un peu de tout, il a fait même des films d'auteurs très pointus, il a bossé avec Pasolini, il a bossé avec Elio Pietri, bref, avec des grands. Il a bossé aux États-Unis, il a fait The Thing avec Carpenter, il a fait Les Incorruptibles avec De Palma. Enfin bref, voilà, il a fait tous les films, du policier, de l'horreur, tous les genres, donc c'est toujours très très éclectique. Et le deuxième morceau, c'est justement pour montrer un Ennio Morricone peut-être moins connu des gens, c'est tiré d'un film d'un genre qu'on appelle le policiotesco. C'est le film policier italien de la fin des années de plomb, des années 70 en Italie, où on le sait peut-être pas, tout le monde ne le sait pas, mais c'était une époque très très dure en Italie. Il y avait du terrorisme d'extrême gauche, d'extrême droite, il y avait des attentats assez régulièrement, et donc le cinéma s'est emparé de ça pour en faire un genre. Des films de justiciers avec un flic qui se rebelle contre la justice qui est trop lente et qui décide de faire justice lui-même. Et il y a une palanquée de ce genre de films qui sont sortis à la fin des années 70 en Italie. Ça avait très bien marché. Et c'est un genre assez oppressant. Et là, on va voir un Ennio Morricone un peu plus oppressant avec beaucoup de percussions et puis une ambiance un peu qui met mal à l'aise. Voilà, c'est un autre aspect de son style. Carlos. Là, c'est vraiment tout autre chose hein, par rapport à ce qu'on a entendu en premier morceau. Ouais, et dans ces BO les plus connus, on va retrouver un peu ces accents-là dans une qui joue, qui est assez célèbre et qui joue très souvent quand il fait des concerts en live. Il faisait, parce que là, il a 92 ans, il le fait plus. Mais c'est la BO des Incorruptibles de Palma, où on retrouve ce côté très percussif, très rythmique comme ça. Donc voilà, comme tous les compositeurs, il a des gimmicks qu'on retrouve en fonction des époques et voilà. Et donc ça c'est un compositeur en 1000 facettes. Moi, je le conseille parce que dans tout ce qu'il a fait, dans la masse énorme de ce qu'il a fait, on trouve toujours quelque chose qui est plaisant pour l'humeur du moment.
En tout cas, ça me fait plaisir qu'on ait abordé en fait les classiques le classique du cinéma, en tout cas au niveau de la musique de film, parce que sincèrement, comme je vous ai dit au départ de l'émission, hein, j'avais vraiment peur. J'aime pas ce côté-là trop moderne des BO des films actuels. Donc là, on est vraiment dans le sujet du débat, hein, l'importance de la musique pour un film. Parce qu'après tout, voilà, hein, il y a très peu de films qui marchent bien sans musique. Hein. Il y a des films en fait qui se font connaître beaucoup plus facilement avec la musique, parce que le fond des scénarios, l'histoire, elle est mauvaise, et il y a d'autres en fait où l'histoire, elle est tellement intéressante que la musique, on oublie quoi. Donc voilà, ça fait partie la complexité, la diversité en fait de ce milieu-là. Vous, par exemple, vous avez en tête comme ça un film qui a cartonné, mais grâce à la musique? Bah, moi, il me semble, en tout cas, c'est un petit peu les anecdotes que j'ai entendues, c'est que Dirty Dancing n'aurait pas autant marché sans la musique. Ouais, c'est vraiment la bande originale du film qui a fait que les gens ont été voir le film. Ouais. Et c'est vrai, quand on entend la bande originale dans son ensemble, oui, je comprends pourquoi. Parce que c'est une musique qui représente assez bien cet univers des années, je crois que le film se veut dans les années 60, quelque chose comme ça. Et on a envie de découvrir Bébé, on a envie de découvrir Johnny et d'avoir ses pas de danse. Et puis c'est vrai que c'est une musique de film qui reste très facilement en tête. Alors là, on parle pas d'une musique instrumentale, on parle vraiment de bande son avec des groupes ou des chanteurs. Et je pense que la chanson phare du film The Time of My Life, je pense qu'elle a tout fait. Ouais, non, tout à fait. Ouais. J'avais déjà entendu aussi parler de cette anecdote-là. C'est vrai, hein, c'est vrai que ça fait partie de ces films-là où voilà, on se pose la question, est-ce que c'est la musique qui a aidé le film ou plutôt le film qui a aidé la musique? Et oui, Yamine. Après, dans certains films, il y a des films médiocres qui peuvent être sauvés par leur musique, ou du moins dont le caractère médiocre va être un peu calmé par la musique, et à la fin on va passer un meilleur moment parce que la musique nous a porté, ou parfois par son contenu émotionnel, est arrivé à suppléer ce que le film n'arrivait pas à amener via son scénario, ses acteurs ou sa réalisation, quoi. Mais je pense c'est un film assez mineur finalement avec Belmondo, que peut-être tout le monde a vu parce qu'il passe régulièrement à la télé, qui s'appelle Le Professionnel, où le thème principal, qui est d'Ennio Morricone, est hyper connu. C'est la publicité de Royal Canin, pour ceux qui suivent. Ah oui. Ce morceau-là, le film, honnêtement, c'est une série B des années 80 absolument basique. C'est du Belmondo de la grande époque. Voilà, mais rien de plus. Mais la musique a survécu et elle arrive à porter un film qui, par ailleurs, est assez maladroit, pas inoubliable, quoi. Mais cette musique-là, elle a un tel pouvoir émotionnel que finalement, le film est resté, mais je pense grâce à ça. Ouais, juste, ouais. Oui, Laurent? Je vais rajouter que pour certains films et certaines bandes annonces, l'un ne se dissocie pas à l'autre. Je pense par exemple à The Full Monty. Pour moi, la musique, elle a aussi vachement aidé à la reconnaissance du film, mais j'imagine pas du tout le film sans clarinette, par exemple. Ouais. Ouais, non, tout à fait, ouais. D'ailleurs, moi, ça me fait penser aussi à un autre film qui n'a pas du tout cartonné, mais qui par contre a fait un carton avec sa BO. C'est le film, alors je le dis en français, hein, c'est Suicide Squad. Alors là, moi j'étais halluciné, j'étais choqué quand j'ai vu les résultats, le carton que ça a fait. C'est, je crois que en tout cas les jeunes, je crois qu'ils ont d'abord cru en fait à un nouvel album plutôt qu'un nouveau film, quoi. Donc je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais voilà, concrètement, c'est un exemple concret de quand la musique cartonne mieux que le film. Qui du coup on oublie que c'est un film, quoi, finalement, quoi. Ah bah oui. Le film, j'ai oublié de toute façon, je sais même plus. On l'oublie facilement. On l'oublie, ouais. Ouais, hélas, On malheureusement, veut pour les fans de super-héros, c'est regrettable. Ah oui, ça. Et, ouais. Bon, il nous reste plus que quelques minutes avant la fin de l'émission. Moi, je vous ai concocté en fait un petit quiz musical.
Alors, il faut pas avoir peur. Hein. J'ai été gentil pour cette première émission consacrée aux musiques de films. Donc, je suis allé un peu chercher des classiques, des actuels, des modernes, etc. Alors, comme on fait pas de la radio ni c'est pas de la télé non plus. Alors, ça va être un peu compliqué pour savoir qui répond. On va essayer comme ça. On va se lancer comme ça. On va voir c'est celui qui crie au plus fort qui a la bonne réponse. Et puis voilà quoi. Ça... Danny Elfman, Batman. J'entends pas bien, moi, mais. Musique, Danny Elfman. Danny Elfman, Batman. Batman. Moi, j'entends pas très bien, mais c'est pas grave. Un point pour nous tous. Exactement. Voilà, un point pour tout le monde. Bon, il faut dire que c'est une BO qui commence très doucement, elle prend son temps. Hein. Flashdance. Irene Cara, Flashdance. Je suis pas d'accord, c'est The Full Monty pour moi. Hein? The Full Monty pour moi. Non, c'est Flashdance. Bah, Flashdance, Irene Cara. Bien sûr. Petit clin d'œil tout à l'heure. Voilà, un classique aussi, hein, évidemment. Allez, quelque chose de plus récent. The Star is Born, Shallow. Je sais plus quoi. Ouais, c'est Shallow avec Lady Gaga. La La Land. La La Land, ouais. Comme quoi, il y a encore des morceaux comme ça qui nous font penser au film tout de suite. Hein, Mais ça reste souvent des thèmes. C'est plus des titres particuliers comme à l'époque. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, D'ailleurs, d'ailleurs, vous parlez comme des vieux. Mais on est vieux. Pas faux. alors là, c'est un classique des classiques. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, pour la brute et le truand. Oh là 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 là. Oh, Voilà. Trois secondes. Alors là, Il faut une là, seconde c'était rapide, d'audio hein. pour déterminer. Ça Pour une mesure. voilà. Un classique, hein, évidemment. Jamais fatigué d'écouter. Hein. Alors, encore un dernier pour la route, comme on dit. Et là, cette fois, on va voir quelque chose de... On va voir si vous connaissez ça, si ça vous dit quelque chose. Normalement, dès que ça part, là, vous savez tout de suite c'est quoi qu'il Ah, bon, ok, d'accord. Eight Miles. One opportunity. Je me souvenais pas de l'intro au piano comme ça, tu vois. Ah, moi non plus alors. Voilà. Ouais, d'ailleurs, Eminem qui a fait son retour, hein, qui a joué le morceau justement aux dernières Oscars. Hein. Ouais, D'ailleurs, c'est juste. Ouais. D'ailleurs, personne n'a compris pourquoi il était là. Hein. Est-ce que lui-même Oui, a compris je veux pourquoi il savoir. était là? Et ouais. Non, mais voilà. Donc voilà un petit aperçu en fait des musiques, des classiques et des moins classiques. J'ai fait exprès aussi de vous montrer quelques morceaux aussi que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, des musiques qui n'ont pas été faites pour le film, qui existaient déjà. Donc voilà, forcément, on s'attache, on reconnaît tout de suite l'artiste plutôt que le film. Mais voilà, donc pour une première émission consacrée aux musiques de films, je pense que c'est pas mal. Hein? Oui. Oui. Il y a de quoi dire hein, pour la suite. Hein. On peut aborder la Comme musique chaque- des films. Comme chaque thème qu'on aborde en fait. Hein. Ah oui, là, franchement, là, je pense qu'on est parti pour des années d'émission. Là, Des chapitres. là il va falloir s'accrocher là. Hein. Non, mais voilà, malgré les petits soucis techniques, hein, parce que voilà, évidemment, c'est pas évident, on fait pas de la télé ni de la radio, donc c'est quand même un outil très facile à utiliser, mais qui parfois devient un peu plus complexe Enfin, quelques petits quand on couacs, cherche mais les ça va. difficultés. Ouais, voilà. Donc voilà, mais le principal, c'est ça, hein, c'est parler de cinéma, débattre sur ce qui nous passionne.
Donc, le cinéma au sens large, pas que les films en salle, mais aussi les musiques de films qui sont très importantes. Donc voilà, merci à tous. Merci pour vos coups de cœur. Mais de rien. Pour nous faire connaître vos musiques, les musiques de films que vous aimez et que certainement les téléspectateurs, auditeurs ont déjà entendu et qui peut-être vont découvrir aussi. Je dis auditeurs parce que en fait, on est aussi disponible, donc le live est disponible évidemment en vidéo sur Facebook Live, sur nos chaînes YouTube et Dailymotion, mais on est aussi disponible en podcast. Alors ça, c'est la surprise. Hein. Je pense pas que je vous l'ai dit, hein, mais on est aussi disponible en podcast sur Spotify et bientôt sur Apple. Voilà. Ah, on est partout. C'est bien. Ouais, on est partout. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à partager, à commenter. Oui, merci aussi. J'espère vous revoir bientôt. Je n'ai pas été très présent, mais je me suis occupé un peu de la technique. Donc, du coup, mais c'est toi le fautif alors de tous ces problèmes. C'est pour ça que ça a super bien marché. Ah, merci. Dis Amine qu'il délègue volontiers. Voilà. Les bons chefs savent déléguer. Bah oui. Merci en tout cas à tous. Et puis, on se retrouve vendredi. Pas à 18h parce qu'on a changé nos horaires justement pour s'adapter au sujet de l'émission, hein, Laurent. C'est vendredi, c'est le jour des films d'horreur. Ouais, on continue à prendre ce que la RTS diffuse durant le film de minuit. Donc cette fois-ci, l'indice ce sera vendredi. Il faut compter. Vendredi, ouais. Ouais. Cette fois-ci, l'indice ce sera faut compter en jours et en semaines. Voilà. Encore un indice où il va falloir chercher pendant des heures. Exactement. Mais en tout cas, on se réjouit. Donc, on se retrouve vendredi à 21h pour parler des films d'horreur et surtout le film d'horreur diffusé par la RTS comme film de minuit. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur nos réseaux sociaux. Commentez, likez, partagez. Laissez-nous vos commentaires. Et puis, à très vite. Salut à tous. Salut. Ciao. Tchuss, ciao. Salut.